Europe 1, il est 6h40. Votre invité, Mathieu Béliard, est économiste et président de l'Institut de santé, Frédéric Bizard. Bonjour Frédéric Bizard. Bonjour. Et auteur également de Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand ? Un plaidoyer pour une refondation de notre système de santé chez Fauve Édition. Je dis auteur, mais c'est un ouvrage collectif. Merci d'être avec nous ce matin en studio. Je voulais ce matin qu'on mesure le geste du gouvernement. Emmanuel Macron, il y a une semaine, parlait d'un plan massif et conséquent pour l'hôpital. C'était sa promesse. Est-ce que la promesse est tenue ? Alors, c'est vrai que le président était beaucoup plus ambitieux que le plan qui a été présenté, qui est plus un pansement qu'on essaie de mettre sur l'hôpital. C'est un plan un peu gagne-temps dans ces tensions sociales aujourd'hui, avec un risque de coalescence des tensions sociales en décembre. Le Premier ministre a donné l'impression qu'il voulait gagner du temps. Et pourquoi ? Et ça, je crois qu'il y a une chose importante, c'est que, et à mon avis, le gouvernement fait une erreur là-dessus, c'est qu'il pense que Ma Santé 2022, vous savez, il y a un plan stratégique qui a été mis en place. Moyen long terme. Long terme, et en fait la position du gouvernement, c'est de dire, écoutez, nous avons mis en place ce qu'il faut, mais probablement qu'il faut accélérer un petit peu ces mesures et qu'on a sous-estimé un peu la patience du court terme. Malheureusement, le diagnostic, à mon avis, est insuffisant, parce que il faut, et c'est un moment important de l'histoire sur le plan de la santé, comme d'ailleurs pour les retraites, c'est qu'il faut vraiment repenser l'ensemble du système. Je vous prends un exemple. Depuis 10 ans, l'espérance de vie en bonne santé chez les hommes n'a pas augmenté en France, un des pays les plus développés. Donc on voit bien qu'on a un problème du côté du soin, mais on a aussi un problème du côté du maintien en bonne santé. Il faut l'avoir en tête. On va vivre de plus en plus vieux, ça c'est acquis, mais on va avoir besoin de soins, on va avoir besoin de traitements, on va avoir besoin de... Voilà. Mais pour que les gens vivent avec une bonne qualité de vie, pour que l'économie continue à se développer, et même se développe plus rapidement, et pour que le système de santé soit soutenable financièrement, il faut que les gens vivent en bonne santé de plus en plus longtemps. Et ça nécessite une politique de santé publique qui n'existe pas. C'est juste un exemple pour montrer que... Il y a l'idée du moyen long terme, il y a le plan Ma Santé 2022, il y a cette réponse à l'urgence. Les personnels, on les entend, ils se disent déçus, c'est insuffisant. Certains, j'ai même entendu le mot provocation. Il y a cette mobilisation du 17 décembre, ils sont ingrats ? Non, ils sont pas ingrats, mais il y a quelques maladresses dans le plan, c'est-à-dire que, encore une fois, l'objectif de ce plan, c'était de répondre à court terme aux exigences du personnel, enfin pas aux exigences du personnel hospitalier, aux besoins du personnel hospitalier. Il y a 3 raisons pour lesquelles c'est très simple à comprendre, la crise, c'est que l'hôpital public n'arrive plus à recruter de personnel paramédical et de personnel médical pour faire tourner les hôpitaux. C'est aussi simple que ça. Mais ça remonte à plusieurs années. On a un peu mercenarisé le métier de médecin, où on a des médecins qui viennent 2 jours, qui sont très payés. Il y a 3 raisons à ça. Il y a un problème de rémunération. Quand on gèle le point d'indice pendant 5 ans du personnel paramédical, les infirmières qui gagnent déjà plutôt moins que dans les autres pays, oui, forcément, 28e sur le classement de l'OCDE. Bon, donc 0,9 fois le salaire moyen contre plutôt 1,2 à 1,3. Donc on est 25 à 30% en deçà de ce qui se fait en moyenne dans les autres pays. Et si en plus de ça, vous rajoutez une politique d'austérité sur ces salaires, vous comprenez bien que ça pose un problème. La deuxième chose, ce sont les conditions de travail. C'est-à-dire que manifestement, il y a eu des investissements, même s'ils ont été diminués par entre 3 et 6 milliards ces dernières années à l'hôpital, donc on ne peut pas dire que l'hôpital n'a pas investi, mais il n'a pas investi là où il fallait investir, notamment sur des technologies qui permettent d'améliorer les conditions de travail. 3e point, c'est que la loi de 2009 qui a considéré qu'il y avait un seul chef, c'était le gestionnaire. C'était l'administratif qui décidait ça, on intègre tout. Les médecins dans la gouvernance. Non, mais c'est plus que... Mais là, il y a une grande maladresse de mon point de vue sur un plan politique, c'est que la ministre a annoncé qu'elle allait commanditer un rapport pour la fin du premier trimestre 2020 sur une question éminemment politique qui est de savoir qui a le pouvoir dans un hôpital, comme d'ailleurs qui a le pouvoir sur le système de santé. Bon, on nomme un professeur certainement tout à fait respectable pour faire ça. Ça, c'est pas sérieux, c'est gagner du temps. Soit le gouvernement assume qui change de cap. La réforme, le changement, la rupture. Qui change de cap, parce qu'on s'est trompé. On s'est trompé soit avec cette loi dans le gagne-temps. Soit on est dans le gagne-temps et à ce moment-là, on perd en crédibilité. Je voudrais que nos auditeurs et vous-même écoutions tous ensemble Julie, qui est une auditrice du Grand Journal du Soir de Nathalie Lévy, qui est peut-être à l'écoute à cette heure-ci, puisque les infirmières libérales se lèvent tôt. Elle compare le privé et le public, justement. Et puis les patients qui abandonnent le public et qui viennent la voir, elle, a changé de camp, si j'ose dire. On y parle recrutement, attractivité. C'était Julie hier soir en direct.
Nous, on constate en fait l'effet domino de tout ça. C'est-à-dire que les patients qui avant restaient un peu plus longtemps à l'hôpital sortent beaucoup plus vite, ou vont en centre de convalescence, mais ce sont des patients qui devaient être en centre de convalescence, mais qui auraient dû rester à l'hôpital. Ils sont beaucoup trop lourds pour les centres de convalescence actuels et le personnel qu'il y a dedans. Faute de place, on les renvoie chez eux, dans des conditions déplorables, avec peu d'informations. On n'a plus le temps de les informer. Mes collègues à l'hôpital n'ont plus le temps de faire leur travail correctement. C'était hier soir en direct avec Nathalie Lévy sur Europe 1. Alors, la question des recrutements, de l'attractivité. Dans nos journaux, on détaille ce plan, les primes pour les personnels, la rallonge budgétaire pour les hôpitaux, la reprise partielle de la dette des établissements. C'est un plan à près de 12 milliards d'euros. Et c'est pas suffisant. Non, mais pour vous, c'est trop. Non, mais on peut pas réfléchir de manière si vous voulez, comptable. ça monte. Moi, je fais en tant qu'on le dit, mais pour ceux qui pensaient que c'était qu'une histoire d'argent et qu'il suffisait de réinjecter de l'argent pour que tout le monde soit content dans l'hôpital public, au moins aujourd'hui, on a la démonstration par la preuve que ça ne suffit pas, que la crise, elle est vraiment structurelle. Et maintenant, si on veut parler des solutions, c'est quoi faire? Parce qu'après, vos auditeurs peuvent se demander, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il n'y a pas d'autre. D'abord, la méthode est très importante, le processus est très important. C'est pas la santé, c'est pas les retraites. Ce sont 2 millions de personnes qui travaillent avec plusieurs secteurs. On est sur vraiment un travail avec des implications humaines extrêmement fortes au quotidien. Donc, il faut avoir une base de refondation. Nous, c'est ce que nous avons fait depuis 2 ans. On prend celle-ci, on en prend une autre s'il en existe une autre ou pas. Et après, il faut faire, on appelle ça un Grenelle de la santé, comme on veut, mais avec toutes les parties prenantes. Parce qu'on ne peut pas avoir d'approche jacobine. Sinon, on va se retrouver avec cette question-là tous les 2 mois. Quoi. Ah, tous les 3 mois. D'abord, on va se la retrouver demain matin, puisque de toute façon, j'ai cru comprendre que les manifestations continuent. Mais ensuite, si vous voulez, il ne faut pas avoir une approche jacobine sur cela. L'État doit avoir une vision, donc il faut la créer, parce que les opposants politiques, probablement qu'on va entendre, il n'y a pas un seul parti politique qui a travaillé de façon sérieuse sur ce sujet-là. Parce que c'est complexe, parce que... Mais bon, donc voilà, aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule personnalité politique qui porte un projet de refondation. Mais quand on est en responsabilité, donc il faut que l'État le propose, et il faut ensuite, mais pas dans un an, il faut dans les 3 mois mettre en éveil l'ensemble des parties prenantes autour de la table et sortir avec un projet suffisamment consensuel pour être proposé aux Français. Merci Frédéric Bizat.